L'Empire Tau, une puissance galactique animée par le principe du bien commun, considérait l'univers comme une énigme à résoudre. Les empires bruts et violents des humains et des orques n'étaient de pas des ennemis, mais des âmes égarées, des convertis potentiels. Avec suffisamment de logique, de technologie avancée et de présentation PowerPoint convaincante, ils croyaient que n'importe qui pouvait être persuadé de déposer les armes et de rejoindre leur vision d'une utopie galactique. Cependant, ils n'avaient jamais rencontré le 42e escadron indenturé de Jopal. La plupart des régiments de la garde impériale se battaient pour l'honneur, pour l'empereur, ou par pure terreur du commissaire. Les régiments de Jopal, eux, se battaient pour une motivation bien plus primaire, l'allègement de la dette. Chaque soldat naissait avec une petite fortune à rembourser au gouvernement. Chaque balle tirée était ajoutée à sa note. Ainsi, lorsque la force expéditionnaire Tau atterrit sur le monde poussiéreux de Tauros IV, elle ne trouva pas un ennemi fanatique. Elle découvrit une armée d'hommes qui regardaient un drone anti-gravité non pas comme une supériorité tactique, mais comme une valeur de revente. Ceci est l'histoire de la façon dont l'empire le plus idéaliste de la galaxie perdit une guerre simplement parce qu'il avait oublié de boulonner ses meubles. La scène s'ouvrit dans la vallée de la paix. Les maîtres de l'eau Taj, experts en diplomatie, avaient érigé un magnifique pavillon de négociation. C'était un dôme de nano-vert blanc, flottant silencieusement au-dessus de la terre aride. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'ozone et d'optimisme. Une musique d'ambiance douce jouait, le genre de mélodie qui rappelait une calculatrice essayant de fredonner une berceuse. Poromine, le diplomate en chef, se tenait près d'une table croulant sous des fruits exotiques et des carafes de cristal. Il ajusta sa robe, prêt. Il avait préparé un argument logique qui démantèlerait les superstitions primitives des commandants humains. Le sas siffla et s'ouvrit. Le colonel Stumbles Vance et son fidèle aide, le lieutenant Spoons, entrèrent. Ils constituaient une agression visuelle à l'esthétique Tau. Leurs uniformes étaient maculés de plusieurs aires géologiques de boue. Leurs bottes claquaient bruyamment sur le sol blanc immaculé. Et le plus troublant, ils scrutaient la pièce non pas avec suspicion, mais avec le regard affamé et calculateur d'un vautour observant une bête sauvage agonisante. « Bienvenue », dit Poromine, s'inclinant gracieusement. « Je vous salue au nom du Tova. Je vous en prie, asseyez-vous. Des rafraîchissements ont été prévus. Ne vous gênez pas si c'est le cas, grogna Vance. Il s'assit lourdement dans une chaise anti-gravité. La chaise, détectant l'augmentation soudaine de masse et de crasse, gémit de protestation. Vance attrapa immédiatement une poignée de myrtilles et les fourra dans sa poche. « Sécurise les actifs, Spoons, murmura Vance du coin de la bouche. « Actifs sécurisés, monsieur, chuchota Spoons en glissant une carafe d'eau en cristal dans son grand manteau. Le diplomate s'éclaircit la gorge. « Colonel, parlons de l'avenir. L'Imperium vous traite comme du bétail. Il exige votre vie pour un dieu cadavre. L'Empire Tau vous offre une voie différente. Nous vous offrons l'unité, déclara Poromine. Il appuya sur un bouton. Un hologramme se matérialisa au centre de la table, montrant une ville utopique étincelante. « Regardez cela, dit Poromine, sa voix pleine de fierté. Nos cités sont alimentées par une énergie propre, nos citoyens ne manquent de rien. Nos guerriers sont équipés de la meilleure technologie de la galaxie. » Vance se pencha en avant. Il plissa les yeux vers l'hologramme. « C'est de la tuyauterie en cuivre, » demanda Vance, désignant l'image scintillante d'un doigt gras. « Je vous demande pardon. » Poromine cligna des yeux. « Sur les bâtiments, » clarifia Vance, « ça ressemble à des câbles de cuivre de haute qualité à l'extérieur. Utilisez-vous du cuivre ? Parce que le cours du cuivre vient de grimper en flèche dans le secteur de Kixis.
Vous êtes assis sur une mine d'or, mon ami. C'est un conduit pour l'énergie plasma, expliqua Poromine, légèrement agacé. Colonel, vous manquez l'essentiel. Nous vous offrons la liberté. La liberté du labeur, la liberté de la dette, interrompit Vance sèchement. Poromine sourit. Il avait trouvé l'hameçon. Oui, le bien commun ne nécessite aucune monnaie. Dans notre société, tous les besoins sont satisfaits. Il n'y a pas de dette. Vance se figea. Il regarda Spoons. Spoons regarda Vance. Une conversation silencieuse passa entre eux. La télépathie partagée de deux hommes qui devaient chacun 70 000 crédits au gouvernement. « Pas de dette ?» répéta Vance lentement. « Donc, si je vous rejoignais, ma note au Monitorum serait effacée. Nous vous absorberions dans l'Empire. Vos obligations passées seraient sans importance. » Vance se pencha en arrière, se frottant le menton. « Hypothétiquement parlant, si je devais vous rejoindre, aurais-je un de ces disques flottants ?» Il désigna un drone planant dans un coin, tenant un plateau de boisson. Poromine hocha la tête avec empressement. Bien sûr, chaque capitaine Gouvessa se voit attribuer un drone compagnon pour l'aider avec la logistique. A-t-il un convertisseur catalytique ? Demanda Vance. Quoi à l'intérieur du moteur ? Vance fit un mouvement de torsion avec sa main. Un filtre en platine filtre les gaz d'échappement. En a-t-il un ? Il est à noter que l'obsession du colonel Vance pour les convertisseurs catalytiques provenait d'une incompréhension des mécanismes complexes. Il croyait qu'il s'agissait de boîtes à argent magiques cachées à l'intérieur. Il utilise un entraînement ionique, dit Poromine, confus. Il contient des métaux des terres rares de grande valeur. Oui. Les yeux de Vance se dilatèrent. Spoons, chuchota Vance, métaux des terres rares. Je l'ai entendu, monsieur. Je vérifie la valeur du livre bleu en ce moment. Vance se leva brusquement. Ce faisant, 3 fourchettes en argent et une salière tombèrent de sa manche et claquèrent sur le sol. Le diplomate fixa l'argenterie. Vance fixa le diplomate. Fluctuation de gravité, dit Vance rapidement. Ce doit être l'altitude. Très dangereux. Colonel, dit Poromine, sa voix devenant glaciale, êtes-vous en train de voler les couverts ? Voler ? Mot dur, railla Vance, donnant un coup de pied aux fourchettes sous la table. J'acquérais tactiquement des échantillons pour tester les poisons. On ne peut jamais être trop prudent. C'est un lieu de paix, claqua Poromine. Nous vous offrons le paradis et vous agissez comme des charognards. Écoute, Bleuet. Vance attrapa son chapeau. Le paradis, c'est génial. Mais le paradis ne met pas de nourriture sur la table. Enfin, techniquement si, mais je ne peux pas vendre le paradis à un trafiquant renégat pour une caisse d'amis secs, n'est-ce pas? Nous avons un modèle économique différent. Spoons, nous partons, signala Vance. Sécurise la nappe. Oui, monsieur. Spoons tira sur la nappe. L'hologramme vacilla et s'éteignit. Le saladier s'écrasa. Spoons serra le tissu sous son bras comme un porteur de balles. « Attendez !» cria Poromine. « Vous faites une erreur. Nous avons des combinaisons de combat. Nous avons des canons à rails. » « Ont-ils des câbles en cuivre ?» cria Vance par-dessus son épaule en courant vers la sortie. « Oui, beaucoup. » Vance s'arrêta au sas. Il se retourna, un sourire se répandant sur son visage, d'une avidité réellement terrifiante. « Bon à savoir, » dit Vance. « Dites à vos hommes de fer de venir nous rendre visite, et dites-leur d'apporter leur portefeuille. » Le sas se referma. Poromine se tenait seul dans sa tente. La table était vide, le cristal avait disparu. Le drone émettait un bip triste parce que quelqu'un avait essayé de lui arracher l'œil sensoriel avec un couteau à beurre. Le diplomate tapota son émetteur-récepteur. « Poromine, je suis désolé, la diplomatie a échoué. Les humains ne sont pas des acteurs rationnels, ce sont des spécialistes de la liquidation agressive. Permission d'engager. » « Permission accordée, » répondit la voix du commandant To.
Nous leur montrerons le prix de la défiance. Mais Chasse-Oku-Case ne savait pas que ce prix était la seule langue que le colonel Vance parlait couramment. Haut sur la crête dominant la vallée, Chasse-Oku-Case, le commandant Théo, observait la retraite de l'envoyé diplomatique. C'était un vétéran du golfe de Damoclès. Il avait combattu les monstres génétiquement améliorés des Astartes. Il avait affronté les marées vertes des orques. Il respectait les ennemis qui comprenaient la géométrie de la guerre. Il ne respectait pas le colonel Vance. Les humains ont rejeté l'offre. La voix de Poromine crépita sur les communications, haletante et légèrement traumatisée. Ils ont volé la table, commandant. Ils ont littéralement volé la table. Chasse-Oku plissa les yeux. Ils choisissent l'oubli. Très bien. Déployez l'essaim de drones. Réglez les protocoles d'engagement sur dispersion létale. N'engagez pas en mêlée. Maintenez l'altitude et vaporisez-les. Du ventre des vaisseaux de débarquement Orca, l'essaim descendit. Des centaines de drones de combat, disques élégants de céramite de couleur crème, bourdonnaient dans les airs. Leurs moteurs anti-gravité chantaient une mélodie de suprématie high-tech. Leurs intelligences artificielles se verrouillèrent sur les signatures thermiques des humains sales et mal lavés en dessous. Pour une armée normale, c'était la mort venue du ciel. Pour le 42e de Jopal, on aurait dit qu'il pleuvait des billets de loterie. Le colonel Vance se tenait sur le toit de son chimère de commandement, qui était actuellement sur cale parce que les chenilles avaient été mises au clou pour de l'alcool il y a 3 semaines. Il regarda l'essaim approcher. Il ne vérifia pas son pistolet. Il vérifia le prix actuel de la céramite raffinée sur son dataslate. « Écoutez-moi bien », marmonna Vance dans son Voxcaster. « Ces frisbees flottants valent 15 crédits pièces, mais seulement si l'unité centrale de traitement est intacte. Si je vois quelqu'un tirer sur la lentille principale, je le déduirai de votre solde. »« Arrivez !» cria le sergent Twitch Arkin. « Prenez vos filets !» La première vague de drones fonça, leur carabine à impulsion jumelle crachant du plasma bleu. Idéalement, une compagnie d'infanterie sous le feu plonge pour se mettre à couvert. Le 42e fit quelque chose qui défiait tous les manuels tactiques écrits au cours des 10 000 dernières années. Ils sautèrent. Le soldat Jenkins, un homme qui devait tant d'argent au Munitorum, que ses arrière-petits-enfants étaient déjà préapprouvés pour des conseils en matière d'endettement, sauta d'un affleurement rocheux. Il intercepta un drone de combat en plein vol, le plaquant comme un gardien de but, attrapant un ballon particulièrement enragé. L'IA du drone paniqua. Ses portes logiques étaient programmées pour calculer la trajectoire, la vitesse du vent et la densité de la couverture. Elles n'étaient pas programmées pour calculer un grand homme transpirant qui serrait le châssis. « J'en ai un !» cria Jenkins, luttant pour enfoncer le disque antigravité dans la boue. Le drone bipait frénétiquement, ses carabines à impulsion tournant sauvagement, brûlant la terre. « Reste tranquille, petite beauté. Arrête de gigoter. Spoons, apporte le pied de biche. » De l'autre côté de la vallée, la bataille se transforma en une récolte chaotique. Les soldats couraient après les drones, volant bas avec des couvertures, des câbles de démarrage et des sacs solides. Ce n'était pas la guerre. C'était une fête de piñata pour des gens désespérés. Il est important de noter ici que l'IA des drones TOW est très sophistiquée. Elle possède un protocole de préservation appelé l'algorithme de survie. Cependant, cet algorithme suppose que l'ennemi veut détruire le drone. Face à un ennemi qui veut démonter le drone pour rembourser une dette de jeu, l'IA souffre d'une boucle logique connue sous le nom de confusion existentielle d'être mis au clou. Sur la crête, Chasse-Oku-Case observait ses moniteurs tactiques. Les icônes représentant son escadre de drones disparaissaient, ne devenant pas rouges, détruites, mais simplement noires. « Rapport de situation », aboya le commandant. « Pourquoi les drones sont-ils hors ligne? Sont-ils touchés par des armes IEM ?»
Non, chasse haut, répondit un éclaireur Guevesa, regardant à travers ses jumelles avec des mains tremblantes. Ils sont débranchés. Débranchés? Oui, les humains. Ils sont remarquablement rapides avec un tournevis. Regardez le secteur 4. Cette escouade a formé une pyramide humaine pour atteindre les drones de sniper. Chasse-haut zooma sur son écran. Il regarda avec horreur 3 humains se tenir sur les épaules les uns des autres. L'homme du dessus, le colonel Vance lui-même, tendit la main et attrapa un drone de sniper, planant par le canon de son long fusil à rail. « Yank !» cria Vance, arrachant le drone des airs. La machine tomba au sol en claquant, où elle fut immédiatement envahie par des soldats avides, la dépouillant pour ses pièces. « Les lentilles !» cria Vance, dirigeant le démontage. « Prenez les lentilles, verre saphir. Argent facile. Ce n'est pas de la guerre, chuchota Chassot, sentant un mal de tête poindre. C'est du pillage actif. Il traite mon avant-garde d'élite comme une casse. Monsieur, nous perdons aussi les signaux des drones furtifs, rapporta l'éclaireur. Apparemment, le générateur de champs de camouflage est fait de bobines d'un ducime de haute qualité. Retraite, ordonna Chassot. Repliez les seins. Nous perdons le budget pour tout le trimestre fiscal. Les drones restants tentèrent de s'élever, mais les humains étaient implacables. Alors que les seins décollaient, des dizaines de soldats s'y accrochaient, suspendus en l'air, essayant toujours de dévisser des panneaux tout en étant à 15 mètres du sol. « Lâche prise, Jenkins !» cria Vance à un soldat dérivant. « Ça monte trop haut. Les dégâts de chute ne valent pas la ferraille. » Jenkins lâcha le drone à contre-cœur, tombant dans une botte de foin avec un bruit sourd de déception. Mais il brandit triomphalement son prix, une cellule d'énergie bleue lumineuse. « Batterie sécurisée, monsieur », rayonna Jenkins. Le colonel Vance hocha la tête, satisfait. « Bon travail. Ajoutez-la au tas. Spoons, quel est le décompte ?» Le lieutenant Spoons était assis sur une caisse, tapant furieusement sur une calculatrice taux volé. Nous avons sécurisé 42 unités de céramite, 18 cœurs d'IA et beaucoup de fils bleus. Si nous vendons le tout au tech-prêtre de Stygies 8, nous pourrions payer la note régimentaire et nous offrir encore un dessert. Dessert, Vance soupira d'un air rêveur. Je n'ai pas mangé de pudding depuis l'Ultima Segmentum. À bord du vaisseau de transport Tau, l'atmosphère était funèbre. Nous avons perdu 60% de l'escadre, rapporta l'officier logistique à Chasshaut Case. Et monsieur, nous venons de détecter une émission sur la fréquence ouverte planétaire. Est-ce une reddition? Non, c'est une publicité. Les humains mettent en vente nos propres puces de guidage sur le marché noir local. Ils offrent une réduction pour les achats en gros. Chasshaut Case frappa du poing sur la console. Il avait essayé la paix. Il avait essayé le soutien aérien de précision. Les deux avaient échoué parce que l'ennemi refusait de traiter la guerre avec la dignité qu'elle méritait. Il ne respectait pas le bien commun. Il ne respectait que la marge de profit. « Assez !» grogna le commandant. « Ils veulent du métal. Je leur donnerai du métal. Préparez les battle suites. Broadside, Kingsean 88. » « Monsieur, êtes-vous sûr? Les broadsides sont très chers. »« Exactement, » dit Chasshaut d'un air sombre. « Ils sont trop grands pour être plaqués, trop lourds pour être soulevés, et armés de canons à rail qui peuvent transpercer la planète. Voyons s'ils essaient de mettre ça au clou. » Le sol trembla. Un bruit rythmique, sourd, résonna dans la vallée, faisant vibrer les plombages dans les dents du colonel Vance. De la fumée émergea le chasseur Monty, pilotant une Battle Suite Crisis 1508. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. 3 mètres de mort ambulante, vêtus d'un alliage d'iridium, avec des jetpacks flamboyants de chaleur bleue, armés d'un blaster à fusion capable de faire fondre un tank en scories. Le pilote Monty était assis dans son cockpit, scannant le champ de bataille.
Son HUD mettait en évidence l'infanterie humaine terrifiée, se dispersant comme des fourmis. Il se sentait puissant, il se sentait invincible. Il était l'avatar de la colère du bien commun. « Cibles acquises », déclara Monty calmement au commandement. « Regroupement d'infanterie détecté. Préparation à la vaporisation. » Dans la boue, le colonel Vance abaissa ses jumelles. Il ne cria pas. Il n'ordonna pas la retraite. Il essuya une seule larme de joie de son œil. « C'est magnifique, Spoons », chuchota Vance avec respect. « De grands robots, monsieur », acquiesça Spoons, tremblant. « Très létaux. »« Létaux » Vance secoua la tête. « Regardez les cerveaux sur ces articulations de jambes, hydrauliques à semi-conducteurs. Savez-vous ce que nous pourrions faire avec ça ? Nous pourrions réparer la machine à recaf. Nous pourrions construire un jacuzzi. Spoons, ce truc, c'est de l'argent de retraite ambulant. » Vance attrapa son Voxcaster. Il passa sur la fréquence de toutes les unités. « Écoutez-moi bien, bande de asticots. Ce grand robot ne doit pas, je répète, ne doit pas être détruit. Si je vois une seule égratignure sur cette peinture, je vendrai vos reins au Drukhari. C'est un actif de classe A. Je le veux intact. Sécurisez le colis. » Chasvre Monty vit les humains chargés. Il se prépara à tirer, mais il remarqua alors quelque chose d'étrange. Il ne lui tirait pas dessus. Il tenait des cordes, des pinces industrielles et ce qui semblait être une gigantesque marmite de colle. Splat! Une goutte de ciment industriel à séchage rapide frappa son nœud de capteur primaire. Puis, un autre splat. Splat! Visuel compromis, cria Monty, actionnant des interrupteurs. Passage au thermique. Il fit un pas en avant et s'arrêta. Son pied métallique massif ne se souleva pas. Il regarda vers le bas via sa caméra secondaire. Son pied était encastré dans du ferrocrète, à durcissement rapide. Mouvement altéré, rapporta Monty, la panique montant. Activation des jetpacks. Il mit les propulseurs en marche. La combinaison fit un effort. Elle trembla, mais elle ne vola pas. Pourquoi ? Parce que le soldat Jenkins et la totalité de la 3e section avaient lancé des grappins sur les épaules de la combinaison et pendaient actuellement à l'arrière comme des ancres. « Tirez !» cria Jenkins, les bottes enfoncées dans la boue. « Nous l'avons aux cordes, les gars. Ne le laissez pas allumer les postes combustion, vous gâcheriez la valeur de revente. » Puis vint l'escalade. Les soldats du 42e envahirent la combinaison de combat. Ils étaient comme des fourmis sur un morceau de sucre. Ils n'essayèrent pas de percer l'armure, ils essayèrent de la dévisser. « Hé, descendez !» hurla Monty par les haut-parleurs externes, frappant un soldat qui rampait le long de son bras gauche. « Trouvez, gardez, peau bleue !» cria le soldat, réussissant à desserrer le couvercle du pod à missiles. « Oh, jackpot! Ces missiles sont neufs. Je peux en tirer 50 crédits, pièces sur le marché noir. » À l'intérieur du cockpit, des voyants d'alerte rouge clignotaient. Pas des alertes de dégâts, mais des alertes de vol. Avertissement, unité de refroidissement déconnectée. Avertissement, caméra arrière volée. Avertissement, quelqu'un siphonne le carburant. Chassot, cria Monty dans les communications. Il vole la combinaison pendant que je suis à l'intérieur. Tirez avec vos armes, hurla le commandement. Je ne peux pas, sanglota Monty. Ils ont volé le mécanisme de détente. Ils retirent les boulons des genoux. Je coule. Avec un gémissement métallique, la puissante combinaison Crisis, dépouillée de ses stabilisateurs, s'écroula comme un arbre abattu. Crash! Avant que la poussière ne retombe, le colonel Vance se tenait déjà sur la plaque thoracique, tapant sur la vitre du cockpit avec sa canne. « Bonjour !» cria Vance à travers la vitre. « Bien, alors vous pouvez sortir facilement, ou nous pouvons ouvrir cette écoutille avec un pied de biche. Mais soyez prévenus, si nous utilisons le pied de biche, nous devrons vous facturer la main-d'œuvre. » Monty ouvrit les scellés d'urgence.
Il s'extirpa, les mains levées, terrifié non pas par la mort, mais par l'avarice implacable dans les yeux de l'humain. « Je me rends », pleura Monty. « Arrêtez juste de toucher la technologie. » « Plaisir de faire affaire avec vous, » sourit Vance. « Spoons, enregistrez le pilote comme prisonnier. Nous pourrons le racheter contre des bons repas plus tard. Et mettez une équipe sur ce mecha. Dépouillez-le. Je veux le bloc moteur dans ma tente pour le dîner. J'ai une idée pour une rôtissoire à grande vitesse. Bien au-dessus de la planète, sur le pont de commandement du vaisseau de transport TOW, le commandant Chasse-Oku Case fixait la tablette de données logistiques. Il semblait vaincu. Il n'avait pas perdu une bataille au sens traditionnel du terme. Il avait perdu le budget. Le comptable de la caste de la Terre se tenait à côté de lui, tout aussi pâle. « Les chiffres, commandant, » dit le comptable, sa voix creuse. « C'est intenable. » Rapport. Au cours des 48 dernières heures, le régiment humain a acquis 40% de notre flotte de drones. Ils ont désassemblé 3 combinaisons de combat et nous venons de détecter une annonce sur le marché noir planétaire, vendant des blasters à fusion légèrement utilisés. Ils vendent nos propres armes. Oui, aux orques avec une majoration. Chasse-Oku Case ferma les yeux. L'Empire TOW pouvait combattre les orques, il pouvait combattre les Space Marines fanatiques, il pouvait combattre les essaims de Tyrannides. Mais il ne pouvait pas combattre une armée qui traitait la guerre comme une liquidation frénétique. Nous ne pouvons pas les assimiler, décida le commandant. Si nous les laissions entrer dans l'Empire, ils voleraient les planchers du Conseil éthéré en moins d'une semaine. Ils sont un trou noir économique. Alors, nous nous retirons? Non, corrigea le commandant. Nous liquidons l'actif. Marquez la planète comme fiscalement dangereuse. Verrouillez les sas. Nous partons maintenant. En surface, le 42e régiment de Jopal observa les vaisseaux TOW s'élever dans le ciel. Il n'y eut pas de joie, pas de célébration de victoire, juste un gémissement collectif de déception de 5000 soldats qui réalisaient que leurs clients s'en allaient. « Ils partent ?» demanda le soldat Jenkins, tenant un drone à moitié démantelé. « Mais je n'ai pas encore sorti le gyroscope. J'ai promis à ma mère un nouveau ventilateur de plafond. »« Typique !» soupira le colonel Vance, sirotant du thé fait avec de l'eau bouillie sur le noyau radioactif d'un moteur de combinaison, Crisis valant des millions de crédits. Juste quand on trouve un fournisseur avec des marchandises de qualité, il ferme boutique. C'est l'économie, Spoons. Une terrible situation. « En effet, monsieur, » répondit Spoons. « Devrions-nous les poursuivre ?»« Non. » Vance agita la main d'un air dédaigneux. « Laissez-les partir. D'ailleurs, regardez ce que j'ai attrapé du négociateur avant qu'il ne s'enfuit. » Vance sortit une tablette de données, tôt scintillante et high-tech. Elle était élégante, avancée et contenait les codes de navigation d'un système stellaire. « À quoi ça sert, monsieur ?»« Aucune idée, » dit Vance, l'utilisant comme dessous de verre pour sa tasse chaude. « Mais ça brille en bleu. Ça devrait rapporter une dizaine de crédits au prochain spatioport. »